Bienvenue dans le Pédagogcast, le podcast qui s'adresse à tous les passionnés de pédagogie et de numérique. Je partage avec vous des pods courts, des interviews, des lectures et des idées en relation avec le e-learning. Le Pédagogcast est disponible sur iTunes, SoundCloud et YouTube. C'est parti! Bienvenue dans ce nouveau podcast et aujourd'hui on va parler spécifiquement de chaîne éditoriale. Alors ça faisait un petit bout de temps que je voulais faire ce podcast, notamment pour mes étudiants de Rennes 2, car j'aimerais, dans l'idéal, qu'ils développent quelques compétences sur un outil de ce type. Alors ça me semble notamment important pour les personnes qui souhaitent par exemple être ingénieurs pédagogiques, de savoir bien ce qu'est une chaîne éditoriale, quels sont les différents types d'outils qui peuvent exister, et puis bien l'intérêt de ce type d'outils pour une institution, voilà, de manière un petit peu peut-être à faire des choix dans leur carrière dans ce sens ou dans un autre, on va dire, une fois bien qu'ils seront au moins des personnes aguerries du sujet. Alors, ce qu'on va faire dans ce podcast, c'est que je vais déjà essayer un petit peu de vous faire un rappel sur les différents outils qui peuvent exister même dans le monde du e-learning. Voilà, je vais faire ça assez rapidement, mais simplement parce que je me rends compte qu'au fur et à mesure, quand on découvre surtout le domaine, on peut vite être perdu un petit peu par les différents outils qui peuvent exister. Et surtout, c'est pas toujours évident de savoir la plus-value d'un outil par rapport à un autre, et notamment de savoir s'il peut être intéressant justement d'articuler un outil avec un autre outil. Alors je m'explique, par exemple, je vous ai parlé notamment des logiciels de type LCMS, comme par exemple Moodle, Blackboard, Caroline Connect ou des choses comme ça. Et je vous ai dit qu'on pouvait, c'est vrai, hein, on peut créer donc des modules de formation entièrement sans sortir, on va dire, de ces plateformes-là finalement. Alors c'est vrai, effectivement. Par contre, donc on va pouvoir par exemple créer, je sais pas, on va créer un espace sur le bricolage, on va pouvoir mettre des vidéos directement dessus, des quiz, on va pouvoir ajouter des PDF, etc. Donc on va vraiment pouvoir tout faire directement dessus. Alors par contre, l'inconvénient, si vous voulez, c'est que si vous voulez créer par exemple des modules en masse, on va dire, à la chaîne un petit peu, ou pas forcément, hein, même quelque chose de très clean, on va dire, eh bien, il va falloir utiliser d'autres outils que justement directement le LCMS. Le LCMS, c'est un peu brut de pomme. C'est surtout plutôt pour moi un outil de médiation qui va surtout faire le lien avec les apprenants, avec les forums. On va pouvoir, par exemple, créer des conditionnements, des parcours, etc. Donc ça, c'est très intéressant pour cela. Après, pour créer des modules tout propres, tout beaux, c'est pas forcément l'idéal, on va dire. En gros, souvent ce qui est fait d'ailleurs par rapport à la création de modules de formation, oui, un petit peu qu'on peut utiliser sur tout type de support, sur tablette, téléphone, etc. Eh bien, on va se tourner finalement vers d'autres outils, mais qu'on va intégrer par contre à souvent des LCMS en fait. Donc l'idée c'est que on va notamment utiliser des outils qui vont nous permettre de créer des modules qui sont souvent des outils d'ailleurs payants pour le coup. Alors si vous vous posez la question, je vais y répondre tout de suite, des meilleurs outils pour créer justement des modules de formation gamifiés, tout joli, tout beau, avec un parcours, etc., qui intègre différents types de ressources qui sont lisibles sur absolument tout, eh bien il n'y a pas de mystère, ça va être des outils payants, des outils auteurs. Et d'ailleurs pour cela, eh bien, je vous conseille deux outils si ça vous intéresse, même plus tard on va dire, qui sont Adobe Articulate, donc Adobe Articulate et Storyline, qui sont vraiment les deux références en la matière. Ils vont permettre de créer comme ça des modules avec vraiment une interactivité. On va vraiment pouvoir faire énormément de choses, hein. Quasiment tout est possible avec ces outils-là. On peut même créer des parcours, etc., je sais pas, des serious games, etc. Voilà, c'est vraiment des méta-outils quasiment, surtout Storyline d'ailleurs. Mais par contre, voilà, encore une fois, on va souvent les intégrer à autre chose. Et ce sont des outils qui vont coûter globalement 1000 euros à peu près, un petit peu plus pour Storyline, un petit peu moins pour Adobe Articulate. Et qui vont beaucoup être utilisés, notamment dans le privé. On voit souvent des organismes de formation qui vont utiliser ce type d'outils-là. Et encore une fois, c'est très clean, c'est très propre, il n'y a aucun souci là-dessus. Ils vont également
communiquer directement avec nos logiciels, nos LCMS. On va pouvoir faire redescendre par exemple les notes, s'il y a des notes directement intégrées par exemple dans les modules. Voilà, donc c'est vraiment des outils complets. Alors comment est-ce qu'on fait redescendre ça? D'ailleurs très rapidement, je vous le dis également au passage, c'est via en fait des normes qu'on appelle les normes SCORM, SCORM, et les normes AICC, donc AICC simplement. Je vous laisserai regarder tout ça en détail parce que je ne vais pas forcément avoir le temps de tout aborder dans ce podcast, mais en gros si vous voulez, l'idée c'est que ça permet à deux outils de communiquer l'un avec l'autre. Et par exemple dans le cas d'utilisation par exemple d'Adobe Articade ou Storyline avec par exemple Moodle, eh bien ça veut dire qu'on va pouvoir intégrer par exemple un module de formation dans un espace Moodle. Admettons dans le Moodle il y aura le forum, il y aura par exemple des quiz dédiés, il y aura des ressources complémentaires et hop au milieu il y aura le module de formation par exemple Storyline. Et si dans le module de formation Storyline, eh bien il y a un quiz, via la norme AICC ou SCORM, eh bien ça va redescendre au niveau du carnet de notes et on va pouvoir retrouver nos notes dans le carnet de notes. Voilà un peu l'idée. Donc c'est vrai que ces deux outils sont vraiment très connus, etc. Mais ils ne répondent pas à tous les besoins et on va le voir ensemble, notamment qui vont être des besoins de collaboration, des besoins également de création en masse de modules, même si ça peut être le cas évidemment. Mais je vais vous expliquer maintenant les avantages de ce que sont donc les chaînes éditoriales. Parce que là, pour le coup, Articulate et Storyline, ce ne sont pas des chaînes éditoriales en tant que telles. Alors, en quoi les chaînes éditoriales vont répondre à un nouveau besoin? Alors déjà, si vous êtes dans une institution qui souhaite créer en masse, encore une fois, des modules, suivant un modèle prédéfini, eh bien, il peut être intéressant justement d'utiliser ce genre d'outils. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que vous allez pouvoir spécifier, on va dire, une charte graphique à votre outil de chaîne éditoriale et vous allez également pouvoir faire en sorte d'héberger ces différents modules sur des serveurs qui vont être partagés par toute l'équipe, toute l'institution. Voilà, en gros l'idée. Donc ça va permettre la facilité de la gestion de vos modules. Ça va permettre, donc encore une fois, ce que je vous ai dit, donc la modification des styles suivant un petit peu ce que vous voulez dans votre institution, quelque chose d'homogène. Admettons, vous avez, je sais pas, vous travaillez pour l'AFPOB. Je sais que l'AFPOB, par exemple, utilise notamment une chaîne éditoriale. Vous devez créer 300 modules. Imaginez s'ils sont tous différents, avec tous un style, avec le menu à droite, à gauche, des couleurs différentes, etc. Ça va être compliqué. Donc là, évidemment, il va falloir utiliser un outil qui soit un petit peu, qui fasse un petit peu consensus, on va dire. Et qui surtout permettent de présenter les modules de la même manière que l'on soit sur une formation bureautique ou sur une formation, je sais pas, machine-outil. On sait au moins que ça vient pour le coup je parle de l'AFPA, on sait que ça vient de l'AFPA, il y aura le logo, il y aura les couleurs, il y aura tout ce qu'il faut. Et voilà, c'est quelque chose qui va vraiment permettre d'avoir une certaine homogénéité dans ce que vous allez produire. Alors ce qui est très intéressant également par rapport aux chaînes éditoriales, et là je vous fais un petit teaser parce que je ne vous ai pas encore donné le nom de ces outils-là, mais vous allez le voir après, c'est qu'on va également pouvoir générer des supports de formation multi-supports justement. Donc on va pouvoir, à partir d'un seul projet, en fait, générer un module de formation qui va être en ligne et également la version papier de ce module. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage également, car souvent, on va être amené, si jamais on crée des modules de formation, à créer à côté les PDF, etc. Alors que là, tout se fait, on va dire, directement depuis le même projet, en faisant simplement un clic en plus, on va dire. On va pouvoir faire des multi-sorties finalement, donc des multi-supports avec ce type d'outil-là. Et il y a d'autres avantages que je vais vous citer également, comme par exemple la possibilité de collaborer. Donc on va pouvoir par exemple avoir ces outils-là directement sur un serveur, voilà, et on va pouvoir faire collaborer ensemble, par exemple, différentes personnes, pourquoi pas différents enseignants, si jamais ils sont un petit peu techniciens entre guillemets, même si encore une fois ça ne nécessite pas de compétences techniques en codage ou autre. Mais voilà, on va pouvoir faire travailler différentes personnes sur un même projet. Donc la notion de collaboration est très intéressante avec ce type d'outil-là.
On va pouvoir structurer vraiment nos modules, etc. de manière assez simplifiée. Et surtout, on va pouvoir réutiliser par exemple des grains. Admettons, vous créez, une page pour un module de formation sur un domaine, sur le droit d'auteur par exemple. Vous créez une page sur le droit d'auteur. Eh bien, vous voulez la réutiliser pour plusieurs modules de formation, eh bien, vous aurez simplement à dupliquer ce grain et puis à le glisser-déposer quelque part dans un autre module et il va s'intégrer avec un nouveau titrage. Par exemple, si au lieu d'être en 2.1, eh bien, il va se retrouver en 4.5, etc. dans le module. Enfin, tout va faire en sorte que ça matche entre guillemets. Donc voilà, on va pouvoir comme ça utiliser des grains et puis créer comme ça plusieurs modules à partir de mêmes grains si on veut. Donc ça c'est très intéressant également. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire également? On va pouvoir revenir dans le versionning, dans l'historique des modules, pour par exemple si on souhaite avoir une version ancienne, parce qu'on se rend compte bien évidemment qu'on a fait peut-être une bêtise ou voilà qu'on veut revenir à une version ultérieure, on va pouvoir le faire avec ce type d'outil-là. Donc ça va gérer le versionning. Et puis voilà, ce qui est également intéressant, c'est que les outils que je vais vous présenter là, eh bien, ils sont libres de droit, ils sont libres en tous les cas, donc ils sont gratuits. Et puis voilà, vous allez surtout également pouvoir profiter d'une large communauté, notamment pour les outils que je vais vous présenter, et surtout un outil en particulier que je vais vous présenter, qui dispose d'une large communauté d'utilisateurs. Et enfin, pour terminer, et ensuite on passera vraiment aux outils, au nom de ces outils-là justement, l'intérêt également c'est qu'on ne va pas avoir besoin d'avoir de compétences techniques pour développer des modules de formation, puisqu'encore une fois, comme je vous le disais, eh bien, ça pourrait tout à fait être des enseignants qui le font. Même si voilà, ça nécessite je vous le cache pas, ça nécessite quand même comme tout outil, bien de rentrer un peu dedans, de comprendre un peu la logique, d'y passer, on va dire, quelques heures. On va dire, mais en 1 ou 2 heures, eh bien, vous pouvez déjà très rapidement, très facilement commencer à créer vos premières pages sans trop de difficultés. Donc, il n'y a pas forcément besoin de compétences techniques non plus délirantes pour créer un module de formation sur ce type d'outils. Alors, eh bien, quels sont les outils de référence pour les chaînes éditoriales? Avant cela, et bon, on y arrive tout de suite, je vous rassure, mais je vais vous parler un petit peu de mon historique par rapport à l'utilisation de ces outils-là. C'est que moi, finalement, je gérais à l'école de chimie des projets étudiants dans lesquels ils devaient donc développer des modules de formation. Ça permettait de valider, on va dire, des compétences du certificat informatique Internet. Au départ, je leur faisais créer donc des sites directement en HTML, CSS. C'était intéressant. D'ailleurs, je l'ai fait tout le temps finalement avec eux. Je les ai au moins tout le temps initiés à ces langages-là. Mais en première année, ils faisaient des sites. En deuxième année, ils faisaient justement des modules avec justement des outils de chaîne éditoriale. Et j'avais utilisé un premier outil, je vous donne un premier nom, qui vient de Rennes 1, qui vient de Rennes finalement, qui est ShaneEdit, qui s'appelle ShaneEdit. Alors moi je l'ai utilisé il y a quand même quelques années. Je sais qu'à l'époque c'était pas toujours très user-friendly. Je sais qu'aujourd'hui ça a beaucoup progressé, donc c'est un outil qui fonctionne bien aujourd'hui. Il est dans sa version 3, ShaneEdit 3, et voilà, c'est l'un des outils de chaîne éditoriale que je peux vous conseiller et qui fait tout ce que je vous ai dit précédemment. Et un autre outil maintenant que je vais vous conseiller, qui est le plus connu, on va dire, je pense, en chaîne éditoriale, c'est ScenariChain. Voilà, ScenariChain qui va vous permettre justement de faire également tout ce que je vous ai dit auparavant et qui dispose, je pense, d'une communauté vraiment plus étendue aujourd'hui que ShaneEdit. Mais voilà, vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser l'un ou l'autre de ces deux outils. Il y a d'autres outils également qui sont d'ailleurs notamment un outil espagnol qui est assez connu également, c'est ExeLearning. Alors ça s'appelle, donc c'est EXE et Learning après. Alors d'ailleurs je vous mettrai tous les liens. Alors à chaque fois que je parle, même si parfois c'est peu audible sur des sigles ou des noms d'outils, etc., je vous mets les liens dans la description. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver tout cela dans la description et je vous mettrai tous ces liens là dans la description. Donc voilà. Alors, on va s'attarder un petit peu maintenant sur peut-être celui que je connais le plus, maintenant je connais le mieux, c'est donc ScenariChain.
Alors, Scenariation, alors vous pouvez déjà, si vous souhaitez l'utiliser, vous rendre sur le site et vous verrez qu'il y a notamment une vidéo qui est assez intéressante où justement on voit des personnes qui un peu témoignent sur les avantages de l'outil, pourquoi ils l'ont utilisé, etc. On y voit notamment des institutionnels, notamment l'armée de terre qui l'utilise, il y a l'AFPOS, j'en ai parlé, et également beaucoup d'universités, Université de Lille, Campagne, etc. Et qui tous rappellent un petit peu les avantages que je vous ai cités précédemment, la possibilité de collaborer, de mutualiser, de structurer, de publier en plusieurs versions un même document, de centraliser les documents, etc., d'avoir un même style. Voilà, je vous le répète parce que c'est important quand même de vous le répéter. Et voilà, donc si vous allez sur ce site-là, vous allez déjà pouvoir avoir une première vision, on va dire, des avantages qu'on peut avoir avec ce type d'outil-là. Et surtout, vous allez pouvoir voir témoigner des vraies personnes par rapport à leur utilisation. Alors maintenant, puisqu'on est sur Scenariation, sachez que les outils de chaîne éditoriale, ce qui est très intéressant également, c'est qu'ils disposent de différents modèles en fonction de ce que vous voulez faire. Alors il est conseillé sur Scenariation par exemple, moi ce que je vous conseille comme modèle pour commencer, alors les modèles c'est des principes de structuration de votre document. C'est un peu abstrait dit comme ça, mais je pense que le plus simple c'est que vous alliez peut-être sur le site également Scenariation et vous regardez alors j'y suis en même temps que je vous parle d'ailleurs. Et vous regardez, alors je précise que le site c'est scenari.org, je dis Scenariation, mais en fait c'est Scenari, tout simplement scenari.org. Et donc si vous allez dans la partie premier pas, voilà, si vous êtes sur le site en même temps que moi, vous allez voir qu'il y a toute une partie qui concerne avant de commencer, etc. Donc on explique comment installer ce logiciel éventuellement. Vous pouvez l'installer sur serveur, mais également directement sur votre ordinateur. C'est-à-dire qu'avec un simple PC, un simple Mac, vous allez pouvoir travailler. Il n'y a aucun souci là-dessus. Quand je vous parlais de serveur, vous n'êtes pas forcément obligé de l'héberger sur un serveur extérieur pour collaborer. Vous pouvez pouvoir le faire en solo sans aucun problème. Et surtout, alors si je regarde au niveau de l'onglet offre, c'est ici qu'on va voir différents modèles, on appelle ça des modèles. Il y a le modèle Optim Office, le modèle Opal, Dokiel, etc. Et à chaque fois, ils expliquent en gros pourquoi il est plus intéressant d'utiliser tel ou tel modèle. Par exemple, pour Optim Office, il est noté présenter vos projets sous différentes formes, etc. Opal, réaliser des cours en ligne riches et structurés. Dokiel, éditer des documentations matérielles ou logiciels en ligne, etc. Donc voilà, chacun a son avantage. Et moi, je vais vous parler surtout de deux modules, de deux modèles de formation qui sont Opal et Topaz. Alors, ce que je vous conseillerais, si jamais vous voulez simplement vous initier, commencer, faire un petit module de formation sympathique, ce serait d'utiliser le modèle Opal, qui est d'ailleurs le plus utilisé. Souvent, les institutions vont commencer par Opal, pourquoi ? Parce que c'est simple, ça répond souvent aux besoins de création simplement de modules de formation. Alors, par contre, ce qu'il est à noter, c'est que souvent les institutions vont modifier ce modèle-là et créer, s'ils le souhaitent, un nouveau modèle, un petit peu ce qu'on pourrait appeler un fork pour un logiciel, même si là c'est beaucoup plus mineur entre guillemets. Mais voilà, ils vont pouvoir ajouter s'ils souhaitent des fonctionnalités, des choses en plus, etc. Des outils, par exemple, je voyais que notamment quelqu'un parlait de l'intégration d'outils pour les mathématiques, etc. Voilà, ça dépend un petit peu des besoins de chacun. Mais en partant d'un modèle, vous allez pouvoir créer un nouveau modèle. Là, je parle pas forcément aujourd'hui, donc à mes étudiants, je leur dis pas de créer un nouveau modèle, ce serait vraiment rentrer dans de la complexité. Mais en tout cas, il faut le savoir, c'est vraiment important de savoir qu'on va pas être enfermé dans un modèle. Alors, donc ce modèle, Opal, c'est celui que je vous conseille si vous voulez créer un module de formation. Et vous allez voir, c'est assez, c'est plutôt simple à utiliser. Par contre, si vous voulez aller un petit peu plus loin et que vous voulez par exemple créer un serious game avec des conditionnements, etc., une arborescence avec des choix multiples, etc., un parcours par apprenant, là je vous conseille Topaz qui va être un petit peu plus compliqué à prendre en main,
Personnellement, je ne l'ai pas encore d'ailleurs utilisé vraiment. J'ai vu des structurations Topaz, etc. Je me suis un petit peu intéressé à la question, mais j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser, contrairement à Opal. D'ailleurs, Opal, juste pour information, c'est quelque chose que j'utilise également là aujourd'hui à l'IMT Atlantique et qui est utilisé en serveur directement en mode collaboratif si on veut. Donc c'est très pratique. Je retrouve tous les modules qui ont été créés au préalable, je peux les modifier, etc. Enfin voilà, vraiment c'est vraiment chouette. Donc voilà, pour rappel, vous avez le choix entre Opal ou Topaz. En tout cas, c'est ce que je vous conseille au départ. Et puis, si vous voulez aller plus loin, eh bien, vous pourrez regarder un petit peu les autres modèles si vous le souhaitez. Voilà, je ne vais pas forcément m'attarder là-dessus. Encore une fois, en termes de temps, je pense que vous pouvez consacrer à la découverte de Ceneration, par exemple. Je pense que, on va dire, allez, vous l'installez, vous pouvez vous bloquer peut-être 3 heures quand même, 3 heures pour regarder un petit peu ce que c'est, l'installer, et puis commencer à créer, vous amuser un petit peu. Ce que je vous conseille de faire, si jamais vous voulez vous former, d'ailleurs comme vous le voyez en dessous le site, il y a une chaîne YouTube, et quand vous cliquez ensuite sur Playlist, et bien là vous allez avoir justement une playlist qui est une playlist Opal, donc c'est noté Opal, notamment celui que je vous conseille. Et vous avez des vidéos ici, notamment il y a une vidéo qui a été créée, qui a même 28 000 vues, vous voyez, donc qui est quand même assez regardé, et qui explique justement comment créer un cours sur Opal. Pourquoi pas, vous pouvez, je vous mettrai peut-être directement le lien aussi dans la description, et vous allez pouvoir comme ça vous amuser, pourquoi pas à créer comme ça un petit module Opal. Encore une fois, c'est vraiment des compétences intéressantes à maîtriser. Là je m'adresse spécifiquement aux étudiants, je sais que je vous en demande un petit peu beaucoup, vous avez beaucoup d'outils, etc. Faites ce que vous pouvez. Après, à minima, il faut au moins savoir ce qu'est une chaîne éditoriale, à quoi ça sert, surtout pour encore une fois les personnes qui veulent être ingénieurs pédagogiques. Et vraiment, ce serait vraiment très bien que vous mettiez un petit peu les mains dans le cambouis pour développer cette fois de vraies compétences. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce podcast et je vous dis à très très bientôt pour la suite.